promis ou annoncé, disons, au début de cette émission, nous avons promis recevoir un professeur en matière médicale ce matin pour mieux nous expliquer le pourtour de cette pandémie. Et ce matin, professeur Mireille Prince-David a répondu à notre appel. Nous lui disons merci. Soyez les bienvenus chez nous, professeur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, professeur. Et vous, ça va? Ça va. Ça peut aller avec cette pandémie, ça va. Ça va. Ok, d'entrée de jeu, cher professeur, dites-nous, qu'est-ce que c'est le coronavirus ou Covid-19? Coronavirus, c'est le nom de la famille. D'accord. Et vous savez que dans une famille, il y a plusieurs individus. Plusieurs groupes d'individus, même dans les grandes familles. Donc, dans la grande famille des coronavirus, on connaît des coronavirus qui sont connus depuis longtemps et que l'on retrouvait chez les humains et qui ne donnaient pas des maladies graves, qui ne donnaient que des rhumes. Et donc, on s'est très peu intéressé, justement, pendant longtemps à ces coronavirus. On en connaissait aussi chez les animaux, qui pouvaient, chez certains animaux, donner des formes graves, mais chez la plupart des animaux qui pouvaient vivre en bonne entente avec eux, ces animaux ayant un système de défense qui permettait de maîtriser le virus et de vivre avec lui sans maladie. C'est en 2002 que l'on rencontre pour la première fois, que l'on décrit pour la première fois chez les humains des maladies dues à des coronavirus et dues à un coronavirus qu'on appelle le coronavirus RAS 1, qui a donné, en Chine surtout, et qui a donné une maladie extrêmement grave sous forme d'épidémie respiratoire, de forme respiratoire aiguë. Et c'était donc en 2002, et au bout de quelques mois, cette épidémie s'est éteinte. Plusieurs années plus tard, donc en 2019, la Chine décrit des cas avec mort dans un état typique d'insuffisance respiratoire. Et à force de chercher, on a retrouvé ce virus et on l'a dénommé coronavirus, responsable d'une maladie et qu'on a découvert en 2019, d'où le nom de Covid-19. Le D est pour disease, pour dire maladie. Le 19 parce que ça a été découvert en 2019. Parce que ça a été découvert en 2019. Ok, maintenant, est-ce qu'on dit le Covid-19 ou la Covid-19, professeur? Si vous dites le Covid-19, vous parlez du virus, qui a un autre nom scientifique d'ailleurs, il s'appelle SRAS. Et si vous dites la Covid-19, vous parlez de la maladie, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, on peut aussi bien dire le Covid comme la Covid. Oui, si vous parlez de la maladie, vous dites la Covid. Que comprendre quand l'État décrète l'état sanitaire d'urgence au Togo? Est-ce à dire que c'est alarmant? Est-ce à dire que l'heure est grave pour le cas du Togo? Il est important de comprendre que lorsque dans un pays, on commence à observer une augmentation du nombre des cas, on était parti de 1 cas, c'est ça. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 73 cas sur les chiffres que j'ai depuis hier 16 heures, de cas confirmés. C'est ça. Lorsque dans un pays, on suspecte à peu près plusieurs voyageurs qui seraient rentrés et qui auraient pu être porteurs, lorsque on suit des sujets contacts, je vais vous définir tout à l'heure ce qu'on appelle sujets contacts, oui. Il faut que les structures de santé, voire l'État d'une manière générale, puissent agir de façon rapide, sélective, efficace, pour mettre en œuvre toutes les mesures qui permettront de freiner la diffusion de ce virus dans le pays. D'accord. Voilà pourquoi, à partir des observations qui ont été faites dans différents secteurs, l'État a demandé à l'Assemblée de lui pouvoir
Octroyer ce droit-là. Octroyer ce droit-là. Merci, professeur. On reste toujours dans ce cadre. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est un cas contact? Qu'est-ce que c'est également lorsqu'on met quelqu'un en quarantaine et autres? Parce que c'est des termes qu'on ne comprend pas forcément. Quand on se dit que cette personne est mise en quarantaine, on se dit automatiquement que cette personne est affectée. Alors, vous savez que le mot quarantaine vient depuis le début de la médecine. Lorsqu'une personne était considérée comme étant à l'origine de la maladie d'autres personnes, donc contaminante, on la mettait à part, en quarantaine, pendant 40 jours. D'où le terme de quarantaine. Aujourd'hui, nous, devant cette maladie, dont on connaît beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé en Chine, dans la région, dans la ville de Wuhan et dans cette région-là, on a pu tirer des leçons. On a su que si l'on confinait, si on demandait aux gens de rester chez eux, le risque de rencontrer quelqu'un et de le contaminer n'existe plus. D'où cette position qu'on a prise dans le monde entier, c'est que première position, lorsque on a confirmé un cas, c'est-à-dire qu'on est sûr par les résultats des examens biologiques qu'une personne est infectée, apporte le virus, on la met à part. Pour que elle ne contamine pas d'autres personnes. Puisqu'on sait que ce virus, on va l'envoyer par les postillons lorsque nous parlons. Voilà pourquoi je porte un masque. Et voilà pourquoi aussi nous sommes très distantes l'une de l'autre. Nous sommes à 1,50 m l'une de l'autre. Et on sait donc que le sujet contact, il vaut mieux pour protéger la communauté, le mettre en quarantaine. Mais nous, compte tenu de ce qu'on connaît sur ce virus, cette quarantaine, c'est devenu 14, 18 jours. Qu'est-ce qu'on appelle une personne contact? Un contact, c'est celui qui a rencontré. Lorsqu'on définit, on découvre qu'une personne est contaminée, tous ceux qui l'ont rencontré sont des sujets contacts. Puisque, je le dis encore, ce virus passe par les postillons. Et d'ailleurs, à ce sujet, des études sont actuellement faites. Et ces études sont récentes. Les résultats sont sortis récemment. Il reste à les confirmer. Il semblerait qu'il existe des personnes super contaminantes. Qui sont sans signe de maladie, sans symptômes. Et qui seraient capables de contaminer l'autre dans la rue, dès qu'il le croise dans la rue en parlant. Bonjour, ça suffirait. Et c'est en fonction de cette observation récente, cette information, vous pouvez la retrouver sur FR3, même sur YouTube. En fonction de cette observation récente, qu'on envisage que le déconfinement va être progressif et en tout cas va s'accompagner de la mesure minimale qui sera le masque, port de masque obligatoire pour toutes les personnes. Et quand est-ce qu'on parle de confinement? Quand est-ce qu'on parle de confinement? Le confinement, c'est le grand terme pour dire que tout le monde reste à la maison. Nous ne sommes pas encore en confinement. Nous sommes en situation d'urgence. Quand on sera en confinement, ça sera comme ce qui s'est passé à Wuhan, où pendant 2 mois et demi, à la maison. Tout le monde était à la maison. Sauf quelques services d'urgence. Mais pour des fonctions d'urgence. Comme les services médicaux, les gens qui devaient... Les supermarchés. Non, les supermarchés n'étaient pas ouverts à Wuhan. Il y avait des livraisons à domicile sur téléphone. Et la nourriture était déposée devant la porte des maisons. Et c'était une liste bien... Le confinement, c'est quelque chose de bien réglementé. Nous ne sommes pas encore en confinement au Togo. Peut-être qu'on va profiter pour définir ce qu'on appelle un cas suspect.
puisque quand on vous donne les chiffres, quand vous allez sur le site Covid-19, Gouv TG, vous voyez cas suspect, cas probable, cas confirmé. Qu'est-ce que c'est qu'un cas suspect? Un cas suspect, c'est quelqu'un que le médecin a vu et qui a les signes que nous allons décrire tout à l'heure. Un cas probable, c'est quelqu'un qui a peut-être un signe, mais c'est un voyageur ou un contact qui présente un signe. Probablement, il a ça, parce qu'il a voyagé, il vient d'une zone qui a été très infectée, il vient par exemple de Wuhan. C'est ça. Et puis il a un signe, il est probable. D'accord? Ou alors, il a été contact de quelqu'un qu'on sait qu'il est hospitalisé actuellement à Lomé-Commune et qu'il est malade. Et il a un signe, il a mal à la gorge. Peut-être que. Il est peut-être que. Donc, le cas maintenant confirmé, c'est le cas pour lequel on a fait une analyse, un prélèvement de ces sécrétions dans le nez et par une technique très sophistiquée, très précise, on trouve le virus dans ces sécrétions. On trouve le génome. Tout le monde sait ce que c'est que le génome. Ce qui définit vraiment le virus. Ce qui dit que le virus est là. Et ces cas confirmés, nous les traitons, nous les suivons. Et au bout d'un certain temps, on contrôle si le virus disparaît. D'abord, on voit que la quantité diminue. Et si, quand l'analyse devient négative, c'est que le virus n'est plus là. Cette personne est guérie, elle ne va plus contaminer personne, elle peut sortir. Mais elle doit se protéger. Parce qu'on ne sait pas encore bien si on est capable de se recontaminer. Normalement, logiquement, non. Mais l'histoire est très courte. Et une précaution vaut mieux que rien du tout. D'accord. Merci, professeur, pour ces explications. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les symptômes de cette pandémie-là? Alors, ce qui est difficile, c'est que, mais il faut le retenir, 80% des personnes qui rencontrent le virus, qui ont été infectées, n'ont pas de signes. C'est ce que nous appelons les A pour absence de symptômes, asymptomatiques. Ils n'ont pas de signes. Ils sont, comme vous et moi, bien portants, ni de fièvre, ni rien. C'est 80% des personnes, donc c'est la grande majorité des personnes infectées. Mais ces personnes asymptomatiques, elles peuvent contaminer quelqu'un qui va faire des signes. On ne sait pas pourquoi ni comment. Quels sont les signes? Ça peut être, dans la grande majorité des cas, parmi les gens qui ont des signes, il reste de 20%, c'est ça à peu près? Parmi ces 20%, il y a beaucoup d'entre eux qui vont faire des signes dits bénins, c'est-à-dire mineurs, c'est-à-dire qui ne vous alertent pas. C'est quoi? J'ai un peu mal à la gorge, je tousse, j'ai un peu de fièvre. Ça, c'est des signes bénins. D'accord? Mais chez certaines personnes, l'atteinte peut être d'emblée grave. On dit sévère. Parce que le virus diffuse complètement dans le poumon et il a donc des difficultés respiratoires qui peuvent aller en s'aggravant jusqu'à la détresse respiratoire extrême qui oblige de mettre la personne en réanimation, voire sous respirateur. Vous avez l'exemple du Premier ministre de Grande-Bretagne. Vous avez vu qu'il avait des signes. Pas grave. Au début, il n'en avait pas d'ailleurs. Il dit, il n'y a rien, c'est rien. Après, il a eu des signes, pas grave. Il est resté confiné chez lui. Il est resté en autoconfinement. C'est différent du confinement général. Il est resté à la maison. Et puis, quand les choses se sont aggravées, c'est-à-dire qu'il a commencé à avoir des signes respiratoires, on l'a amené à l'hôpital où on l'a mis sous oxygène. Vous avez bien entendu ça? Il n'a jamais été dans la détresse respiratoire extrême où on est obligé de le mettre sous respirateur. Et quand vous êtes sous respirateur, vous êtes inconscient. C'est une machine qui respire pour vous jusqu'à ce que votre poumon récupère. D'accord. Merci pour ces explications. Professeur, pendant combien de temps on peut avoir ces signes-là? Peut-être on ne l'a pas. Et c'est au bout de combien de temps qu'on peut faire ressortir ces signes-là pour qu'on soit cas suspect ou cas probable à être? On ne sait pas. On ne peut pas répondre à toutes les questions.
on ne sait pas quel est le temps que l'on met à partir du moment où on est contaminé, C'est ça. où on a pris le virus, et au moment où on fait des signes, il y a différentes choses qui ont été décrites. Ok. Mais ce que l'on sait, c'est que il y a des personnes qui sont plus à risque de faire les formes graves. Ok. C'est-à-dire, si vous êtes asthmatique, vous n'avez pas intérêt à rencontrer coronavirus. Parce que vous allez faire, Une crise. vous risquez de faire une forme plus grave que celui qui n'est pas asthmatique. Ok. Il a été maintenant bien démontré, et vous le retrouverez sur tous les forums sérieux, les forums de santé. C'est ça. Il a été démontré que, et ça c'est un professeur responsable du service de diabétologie de l'hôpital Bichat, il a été démontré que les diabétiques sont à risque. Ok. Et que à peu près un quart des diabétiques, un quart des décès sont dus à des gens qui avaient un diabète. Ok. Comme si le diabète fragilisait et amenait ces gens à faire d'emblée la forme grave. Le diabétique, quand il rencontre le coronavirus, le risque de faire la forme grave est plus grand que chez les autres individus. D'accord, d'accord. Donc déjà, lorsqu'on a des antécédents médicaux, ça veut dire qu'on est plus exposé. Selon certains antécédents médicaux, si on a déjà une maladie du poumon en général, le risque de faire la forme grave est plus... On vous suit plus sérieusement que celui qui n'a pas de signe. Ok. Le risque d'être obèse aussi a été remarqué, a été observé. Les obèses vont faire plus facilement des formes graves. Ok. Donc, on dit que tous ceux qui ont des hypertensions, le diabète, des maladies pulmonaires, qui étaient avant, de tout faire pour que le coronavirus ne vienne pas se greffer dessus. Sinon, le risque de faire les formes graves, difficiles à traiter, difficiles à maîtriser, est grand. Est très grand, d'accord. Quelles sont les voies de transmission de cette maladie, professeur? Alors, les voies de transmission, elles sont bien connues maintenant. Voilà. La transmission se fait par les postillons. Nous, on appelle ça en médecine les gouttelettes de flux. Quand nous parlons, même si nous ne parlons pas fort, nous sortons de notre bouche des fines gouttelettes dans lesquelles il y a certainement des cellules. En tout cas, il y a le virus qui est actif. Quand nous respirons même, l'aérosol sort. Donc, quand nous éternuons, ça sort encore plus fort. Ok. Voilà la première voie de transmission, c'est direct par les voies respiratoires et par les gouttelettes qui sortent par la respiration et par les gouttelettes qui sortent de notre bouche. Mais l'autre voie de transmission, c'est les mains. Ok. Puisque ce virus, s'il est sur vos mains, il va vivre pendant un certain temps, bien que ce soit un virus relativement fragile, mais il va rester un certain temps sur vos mains, sur les surfaces. Donc si vous portez et comme les mains, on les porte toujours au visage, au nez, aux yeux, c'est ça. Eh bien, on risque de faire rentrer ce virus dans les cellules du nez, les cellules des narines, les cellules de l'intérieur de la gorge, et éventuellement, ça peut descendre jusqu'au poumon. Ok. Voilà comment on dit pour ça qu'on dit de se laver en permanence les mains, de façon à ne pas transmettre à quelqu'un d'autre. Si je l'ai sur la main, je serre la main à quelqu'un d'autre, je lui donne le virus. Il porte la main à son visage, il porte la main dans ses yeux. Voilà l'autre mode de transmission. D'accord. Donc, il faut dire que beaucoup, ça passe par la main. C'est pourquoi on nous demande à chaque fois de se laver régulièrement les mains. C'est aussi dit d'utiliser très souvent le gel main. Est-ce que c'est aussi efficace que le fait de laver ses mains avec de l'eau et du savon? Alors, il faut savoir que les coronavirus dans cette famille, ce sont des virus qui, sur leur couche extérieure, à l'extérieur, ils ont une enveloppe qui est très sensible à l'alcool, au savon, et quand ils perdent leur enveloppe, eux, ils deviennent moins dangereux. Quand on perd son enveloppe, la force du virus, elle est dans son enveloppe. C'est comme ça qu'il arrive à reconnaître les cellules dans lesquelles il va se multiplier.
Donc, si on détruit cette enveloppe, il est moins fort. Okay. Voilà pourquoi on nous dit d'utiliser le savon, de bien se laver les mains au savon. Et comme ça, le virus est neutralisé. Il ne peut plus avancer. On lui a enlevé sa capuche de son arme extérieure. On dit aussi qu'on peut utiliser, comme je dis, c'est sensible à l'alcool, les solutions hydroalcooliques. Les gels restant un peu plus longtemps que la solution. Tout ça, ça marche. C'est efficace. Et le faire souvent, parce qu'on ne sait jamais à quel endroit quelqu'un d'autre qui serait porteur du virus a laissé du coronavirus. Et je passe juste après et je risque de l'attraper. D'accord. C'est juste après. Ok. Ce virus, il n'a pas été démontré que ce virus peut vivre des jours sur les surfaces. Ok. D'accord, merci professeur. Nous avons à l'antenne les chiffres actuels sur le site où nous avons les informations de Covid-19. Nous avons 46 cas actifs, 24 cas guéris, 3 décès. Ça porte le total à 73 à l'heure actuelle où nous parlons. Et nous allons poser la question au professeur à savoir, est-ce que l'être humain peut se faire infecter via les animaux, disons les animaux domestiques que nous avons chez nous à la maison également? On va vous rassurer, vous dire, ça n'a pas été démontré. D'accord. En tout cas, si le premier Covid-21 est un être bizarre, probablement issu de la rencontre de 2 coronavirus animaux, la chauve-souris, le pangolin, pour faire un mariage toxique. C'est ce mariage toxique-là, ce virus issu de ce mariage toxique, on appelle ça une chimère, qui a fait Covid-19 et qui est passé à l'homme, probablement lors de perturbations de l'environnement. C'est ça. C'est l'hypothèse des virologistes et des épidémiologistes. D'accord. Maintenant... Mais directement maintenant, de son animal domestique à l'homme, non. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est des cas des piqûres de moustiques? Oh, pas du tout. Heureusement pour nous. Sinon, en Afrique, tout le monde serait infecté Covid-19. L'avantage des virus, c'est que chaque famille de virus a la manière, dans son code génétique, a la manière dont il se transmet à l'autre. Par exemple, le VIH, il se transmet par voie sexuelle. C'est dans son code génétique. Okay. Parce qu'il va rencontrer des cellules. Okay. Par exemple, le virus de l'hépatite B, on sait qu'il se transmet par une piqûre et par le sang que j'ai reçu, infecté, que j'ai reçu dans mon sang de l'autre. Okay. Ça, c'est l'avantage des virus. Chacun a sa voix, chacun a sa manière dont il attaque l'autre. Voilà pourquoi il faut bien, chaque fois qu'on découvre un nouveau virus, on étudie tout de suite qui il est, son génome, et on étudie comment, donc c'est pas que les virologues, tout le monde travaille, comment c'est passé à l'autre, pour pouvoir mettre en œuvre les mesures barrières pour que cette histoire-là, cette transmission-là diminue. Et voilà. Et nous rappelons que le professeur Mireille Prince-David, elle est dans son domaine. Elle nous parle de ce qu'elle maîtrise mieux parce qu'elle s'y connaît en matière de bactériologie et de virologie, si je ne me trompe pas, professeur. Oui, je suis professeur de bactériologie, virologie. Voilà. D'accord. J'ai longtemps enseigné à l'université de Lomé, mais dans d'autres universités aussi avant. D'accord. Maintenant, dites-nous, docteur, quelle est la probabilité de contracter coronavirus pour un être humain? C'est toute l'histoire. La probabilité, elle est grande. Nous sommes devant un virus qui, normalement, est dans sa famille, ils sont pas très virulents. Celui-là, il est virulent. Ce dernier-là, le dernier né là, il est virulent. La probabilité, elle est totale. J'allais vous dire, elle est 100%. Si vous rencontrez, je vous ai parlé des super transmetteurs. Oui. Si vous rencontrez quelqu'un qui tousse, et il vous envoie le coronavirus, et qui est porteur de coronavirus, il va vous l'envoyer. Voilà pourquoi, et je veux dire le contraire.
Si vous toussez, que vous êtes porteur du coronavirus, vous contaminez les autres. Voilà pourquoi on a mis en œuvre les mesures barrières. Et ça nous permettra de parler des masques. C'est ça, tout à l'heure. Donc la probabilité, elle est grande. Ok. Professeur, dites-nous, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est démontré cliniquement que l'être humain même, de par son organisme, peut se défendre vis-à-vis de coronavirus et s'en sortir facilement, sans traitement? Heureusement que lorsque vous nous voyez comme ça, vous pensez que la machine humaine, la machine humaine est très très bien organisée. Hein. Il y a, invisible à nos yeux, mais dans notre organisme, un système qui contient des organes, des cellules, des choses liquides qu'on appelle le système immunitaire. C'est le système de défense. C'est grâce à ce système immunitaire qui travaille dans nos corps 24 heures sur 24, alors que nous dormons, que nous ne mourrons pas le jour même de notre naissance. Puisque dans l'environnement, il y a plein de microbes. Les microbes, ils sont partout. On ne vit pas dans un endroit qui est stérile. Ici, il y a des microbes. Même si vous avez désinfecté, il y a toujours des microbes. C'est votre système immunitaire, le système immunitaire de chacun, qui permet de gérer ça à la minute. Et donc, ce système immunitaire, il a travaillé aussi chez les personnes infectées par coronavirus. Ok. Tous ceux qu'on a dit qu'ils ne font pas la forme grave ou qui font des formes sans signe, c'est leur système immunitaire qui a maîtrisé le coronavirus. Ils sont porteurs. Mais le système immunitaire n'a pas permis que le coronavirus développe chez eux une maladie. Ok. Et heureusement que ce système immunitaire est efficace. Et probablement, les gens se posent la question de savoir, mais alors, est-ce qu'on ne doit pas le renforcer pour qu'il soit encore plus efficace? On sait que, en tout cas, une bonne nutrition, une nutrition correcte, permet d'avoir un système immunitaire qui est au top niveau. Ce système immunitaire, il y a plein d'organes dedans. Il y a la rate, il y a le foie, il y a tout. Il y a les ganglions, il y a tout. D'accord. D'accord. Ok, d'accord, professeur. Merci pour vos éclaircissements dans cette émission. Permettez-moi de vous poser cette question qui va dans le même sens par rapport à notre système immunitaire. Est-ce à dire qu'au jour d'aujourd'hui, les fumeurs, les alcooliques sont également plus exposés? Les fumeurs sont plus exposés de par le fait que déjà leur poumon est en mauvais état. Pour les alcooliques forts, c'est le système immunitaire qui n'est pas en bon état. Ok. Et donc, c'est ce qu'on appelle chez nous la notion de terrain. Selon le terrain, vous allez faire, vous allez bien lutter contre ce coronavirus, comme tout autre virus, hein, et où vous allez pas bien lutter. Okay. Vous savez que, par exemple, si je donne l'exemple du paludisme, il y a des gens qui font des paludismes très graves, il y a des gens qui font des paludismes moins graves. Et c'est selon le système immunitaire, la réaction du système immunitaire, qu'on a ce type de manifestation. On va rajouter aussi une histoire que l'on sait sur le système immunitaire. Il y a naturellement comme ça, si on regarde toutes les populations humaines, il y a parmi nous des gens qui ont un système immunitaire qui répond bien, ça s'appelle les bons répondeurs, c'est génétique. C'est dans la famille. Et il y a des gens qui ont aussi génétiquement qui sont mauvais répondeurs. Ça aussi, c'est génétique. Il y a des gens qui disent, moi, je suis jamais malade. Peut-être qu'eux, ils ont un système immunitaire qui travaille encore mieux que le nôtre. Okay. Par contre, ce que l'on sait, c'est que quand on va en âge, plus on va en âge, plus le système immunitaire fonctionne bien. Fonctionne moins bien. C'est ça. D'accord? Moins le système immunitaire fonctionne bien. Voilà pourquoi on dit que les personnes à risque d'un coronavirus, c'est les personnes à partir de 50 ans, les plus à risque. C'est ça. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne l'attrapent pas. Mais lorsque une personne qui a un système immunitaire qui a vieilli, c'est-à-dire à partir de 50 ans, le système immunitaire n'est plus top niveau comme quand on a 5 ans ou 6 ans, eh bien le risque de faire les formes graves est plus grand. D'accord, d'accord.
Existe-t-il des médicaments ou des méthodes de prévention à l'heure actuelle pour pouvoir arriver à bout de cette pandémie, professeur? Nous allons séparer les médicaments de la prévention. Ok, nous vous écoutons. La prévention, nous allons commencer par la prévention parce que c'est plus facile pour tous. Ça. La prévention, c'est quoi? C'est me débrouiller pour ne pas attraper le coronavirus et être suffisamment conscient pour ne pas contaminer quelqu'un d'autre. Alors, il y a deux possibilités. Je suis peut-être porteur, puisqu'on a dit qu'il y a des symptomatiques. Et donc, je vais considérer que dans tous les cas, je suis potentiellement porteur. Donc, je ne dois pas contaminer l'autre. Qu'est-ce que je dois faire pour prévenir la maladie dans la communauté? Pour que dans la communauté, il n'y ait pas, ou il n'y ait plus, ou il y ait moins de personnes infectées. Je vais porter un masque, de façon à ce que lorsque je parle ou que je respire, les aérosols, ceux qui sortent de mon nez, les postillons qui sortent de ma bouche, soient bloqués par mon masque. Et vous voyez, c'est le masque que j'ai mis ici. Je vais en porter un autre. Voilà, on va profiter pour apprendre comment bien porter le masque. Voilà. Voilà. On va réajuster le bas. Et voilà. très important de voir que sur ce masque, vous voyez, je le tiens bien par les élastiques ou par les bras. Et sur ce masque en haut, j'ai quelque chose, une barre métallique qui me permet de coincer ça sur mon nez. Ok. C'est le seul endroit que j'ai le droit de toucher. Ok. Donc vous voyez que mon nez et ma bouche sont totalement couverts, donc sous le menton. Ok. Dans cette position, lorsque je parle ou que je respire, je n'envoie rien à l'autre. Lorsque je tousse, j'émets encore plus de postillons, plus d'aérosols. Donc, je dois me protéger. C'est ça. Mettre mon coude, toucher dans mon coude. C'est ça. Voilà. 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 De façon à vraiment bloquer bien, correctement les postillons. Ok. L'autre manière de prévention, c'est que je ne dois pas donner mon coronavirus à quelqu'un, donc vous avez, on ne se salue plus. C'est ça. On reste, c'est ce qu'on appelle toutes les mesures de distanciation, donc on reste loin les uns des autres, à une distance au moins de 1 mètre, si on peut 2, parce que les postillons que l'on s'envoie sont de moins en moins riches en virus. D'accord. Par rapport à la distance. Ok. C'est-à-dire que lorsque je postillonne à moins d'1 mètre, ces postillons-là sont très, 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 très riches en Covid-virus 19 virulents. D'accord. Plus c'est loin, moins il y a de Covid-virus et moins ils sont virulents. Ok. D'accord? Par contre, lorsque je suis à moins d'1 mètre, tous ces Covid-virus, et sans masse, tous ces Covid-virus, s'ils sont émis, il y en a qui tombent aussi par terre. Voilà pourquoi les surfaces sont contaminées. Ok. Tombent sur la table. Donc, évitez de toucher n'importe quelle surface. Vous voyez qu'on nous dit d'ouvrir les portières avec les coudes. Voilà. On nous dit de désinfecter régulièrement les portes. Et de nous laver en permanence les mains. Donc, c'est bien. Si on arrive quelque part, on se lave les mains. Ou alors, on a un gel pas très loin, on se nettoie avec le gel. Voilà. Lorsqu'on doit se moucher et éternuer, on utilise un mouchoir à usage unique que l'on sort et que l'on détruit. Pas que l'on jette par terre, mais que l'on détruit, que l'on jette dans une pochette et après cette pochette, on jette dans une poubelle. Okay. Voilà. Pour les mesures préventives par rapport à ça. Maintenant, dans les lieux de soins, c'est totalement différent. Okay. Parce que dans les lieux de soins, le risque d'être contaminé est très grand. On ne va pas à l'hôpital pour dire bonjour, on va à l'hôpital pour se faire soigner. Pour se faire soigner. Donc peut-être parce qu'on a de la fièvre, on a un rhume, on ne se sent pas bien. Il faut donc que les personnes qui vous reçoivent soient protégées. Et qu'il n'est pas... Il ne faut pas qu'ils vous contaminent, mais il faut qu'ils se protègent parce que c'est eux qui nous soignent. C'est ça. Alors, ils ont un autre type de masque
qui est plus épais que celui-ci, qui est plus costaud que celui-ci, et qui empêche, même si par hasard, vous avez postillonné très fort, vous avez toussé très fort, ça ne peut pas les atteindre du tout, ça ne passe pas. D'accord. Et eux aussi, dans les deux sens, bien sûr. Ok, d'accord. Alors on m'a dit, mais quel masque? J'ai montré ce masque-là. Mais on voit plein de masques en ville. Nous rappelons que nous recevons ce matin le professeur Mireille Prince-David pour mieux nous éclairer sur ces points d'ombre que nous avons tous par rapport au Covid-19. Toutes nos excuses, c'est vrai que nous avons l'habitude d'aller en français en minant, mais pour l'instant, permettez-nous d'aller juste en français. La partie minant, ça viendra après, s'il vous plaît. D'accord, cher professeur? Dites-nous, vous portez un masque. Comment porter ce masque-là, surtout celui de la pharmacie d'abord, et on va venir sur les autres masques. Est-ce la partie blanche qu'on doit avoir au niveau de la bouche et du nez, ou la partie en couleur? Alors, porter un masque, d'abord, la première des choses, il ne faut pas toucher le masque quand vous le mettez. Okay. Il y a ici un élastique ou des lanières, c'est seul ce que l'on touche. Puisqu'on a bien expliqué tout à l'heure que le coronavirus peut être sur ses mains. Et que nous ne voulons pas contaminer l'autre. Donc si nous mettons la main sur le masque et qu'il y avait le coronavirus sur notre main, nous allons contaminer l'autre. Alors la partie colorée, c'est ce qui se met à l'extérieur. Parce que nous ne voulons pas contaminer l'autre. Et donc, ça filtre le coronavirus de moi vers l'autre. Ok, d'accord. Maintenant, par rapport aux autres masques que nous utilisons, vous savez, nous sommes en Afrique et chacun se débrouille comme il peut pour pouvoir se protéger. Déjà, ces masques-là sont devenus très chers et rares, d'ailleurs, les masques de pharmacie, ce qui fait que nous nous retrouvons avec des masques faits en pagne, en tissu. Est-ce aussi bien pour nous protéger, professeur? Alors, le masque dit artisanal, le masque en tissu, lorsque, même dans les pays riches, on va arriver au déconfinement, tout le monde n'aura pas accès à l'idéal qui est le masque chirurgical. Les masques dits en tissu, ça va être l'alternative. Les masques non médicaux. Plutôt que de les appeler masques, on va les appeler éléments anti-pollution. Éléments anti-pollution. En effet, ce type de masque ne vous protège pas des portions des autres. Donc si vous l'utilisez, il faut être en distance. Il faut vraiment respecter plus que jamais la distanciation sociale. Mais il protège les autres contre vos postillons. Et donc, si tout le monde fait l'effort de ne pas contaminer l'autre, au total, nous serons tous protégés. Si tout le monde, si chacun d'entre nous fait l'effort de ne pas contaminer l'autre en portant un écran anti-pollution, à ce moment-là, au bout d'un moment, nous tous, nous serons protégés. Comment l'utiliser? Ne jamais toucher la face extérieure. Mais des expériences sont faites pour dire que si on porte ce masque, juste le temps d'aller faire une course, et qu'on revient à la maison, on l'enlève correctement, on le met dans un endroit correct, qui n'est pas souillé, on peut éventuellement le réutiliser dans la journée. Je rappelle bien qu'un masque mal utilisé, c'est-à-dire qui est sous le nez, ça ne sert à rien. Qui est autour du cou, il ne sert encore à rien. Qu'on a touché toute la journée sur sa face extérieure, il ne sert à rien. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc quand vous l'enlevez, vous enlevez les lanières, vous enlevez et vous le posez très correctement sur une surface que vous avez préalablement nettoyée à l'alcool ou à l'eau de javel. D'accord. Professeur, dites-nous, aujourd'hui, d'aucuns se disent, sinon nous tous, nous disons que la chloroquine est le médicament magique du moment. Est-ce vrai? Alors, vous savez que
On parle de la chloroquine, mais en fait, le médicament qui a été utilisé par le professeur Raoul est un médicament beaucoup moins toxique que la chloroquine, qui est un cousin de la chloroquine. Ce n'est pas la chloroquine, c'est l'oxyhydrochloroquine. L'hydroxychloroquine. Ce n'est pas la même molécule. Okay. C'est une molécule voisine qui est beaucoup, beaucoup moins toxique, c'est-à-dire qui a beaucoup, beaucoup moins d'effets secondaires, même si elle a quand même des effets secondaires, notamment sur le cœur, pendant qu'on l'utilise, mais aussi après, quand on est sorti de l'hôpital, après. Okay. Voilà pourquoi, à cause de cette toxicité, il y a deux camps de chercheurs, vous les voyez s'opposer tous les jours sur les médias en Europe. Ceux qui disent, il ne faut pas l'utiliser. Ceux qui disent, pourquoi pas, on va tester. Sachez que la médecine a toujours avancé en faisant des essais cliniques contrôlés en milieu médical. Le Togo semble opter pour cette proposition de mettre les patients sous ce produit, le plaquenil pour ne pas le citer, associé à un autre antibiotique, tel que l'a proposé le professeur Raoul, donc à des doses bien précises, avec une surveillance du cœur, de plein d'autres organes, et donc ça ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Ok, d'accord. Ce n'est pas un médicament qu'on prend pour ne pas être attaqué à titre préventif. On est toujours attaquable. J'ai parlé des super attaquants asymptomatiques qui ne le savent pas, qui vont vous contaminer eux-mêmes sans le savoir et qui sont désolés de vous avoir contaminé. D'accord. Alors, dites-nous, professeur, au jour d'aujourd'hui, toujours via les réseaux, toujours via notre propre, je ne sais pas, analyse, on se dit qu'on prend des médicaments traditionnels, qu'on prend des herbes, on peut se protéger contre coronavirus. Est-ce vrai? Si ces herbes, si ces plantes renforcent le système immunitaire, pourquoi pas? Aucune de ces plantes, puisque la maladie était nouvelle, n'a été démontrée comme anti-coronavirus 19. Mais si cette plante permet au système immunitaire de mieux se battre, pourquoi pas? Actuellement, l'Université de Lomé a demandé à tous ses chercheurs de se réunir, de voir avec les tradithérapeutes les plantes ou les produits qu'ils proposent et d'étudier dans leur laboratoire, donc in vitro, de voir avec eux des protocoles pour qu'on voit si ces médicaments sont efficaces et surtout qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils contiennent. Ce n'est pas parce qu'un produit est amer qu'il contient de la quinine. Okay. Je n'en voudrais en citer aucun. Vous savez que la chloroquine et l'oxychloroquine, ce n'est pas des produits qui sont issus des plantes. C'est de la synthèse, c'est des choses qu'on a fabriquées chimiquement en laboratoire. Et donc, elle ne peut pas exister dans des plantes. La quinine, oui. D'accord. L'artémisine, oui. C'était à partir de plantes. Mais chloroquine et sa cousine, hydroxychloroquine, ce n'est pas dans une plante. C'est quelqu'un qui l'a inventé molécule par molécule dans un laboratoire. On appelle ça un antipaludéen de synthèse. Merci professeur. Nous allons donner la parole aux téléspectateurs qui nous suivent présentement. On va recevoir quelques téléspectateurs seulement, faute de temps ce matin. Et le professeur va vous répondre. Déjà, nous avons des questions à votre endroit de la part des téléspectateurs. Professeur, salut, si les surfaces peuvent être infectées, alors la terre aussi. Et si c'est le cas, le vent qui souffle avec la poussière peut-elle infecter? Non. Le vent qui souffle avec la poussière, ce n'est pas dans la vraie vie, ça. Les surfaces peuvent être contaminées, mais pendant combien de temps elles vont être contaminées? C'est ça? Elles ne sont pas infectées, hein, elles sont contaminées. Infectées, ça veut dire que le virus se multiplie dedans. Non, elles sont contaminées. D'accord. Mais au bout de quelques heures, maximum 24 heures,
Si un coronavirus était tombé par terre, il ne sera plus là vivant au bout de 24 heures. Maintenant, est-ce que le vent va pouvoir propulser ces particules plus loin? Ce sont des schémas qui sont à l'étude. Voilà, c'est une nouvelle maladie, hein, on ne sait pas tout sur cela. D'accord, on ne sait pas tout. Apparemment, on dit non, mais des fois on dit non aujourd'hui et demain c'est ça. Je pense que dans des grands pays comme la Chine, où c'était arrivé un moment d'hiver où il y avait des grands vents, ça n'a pas été démontré, mais voilà, je ne peux pas répondre à cette question. Totalement. Merci, professeur. Voilà, chers téléspectateurs, appelez-nous sur le 90 41 96 22. Adressez-vous directement au professeur dans le domaine médical, s'il vous plaît. Vous avez remarqué hier, nous avons reçu d'autres invités pour d'autres questions. Aujourd'hui, nous parlons spécialement du Covid-19 avec le professeur Mireille Prince-David. Donc, posez-lui vos questions, adressez-lui vos inquiétudes sur le 90 41 96 22. Mais s'il vous plaît, mutez le son de vos postes téléviseurs. Allô? Ndekuku leke mifondo. Mi foyete. Nyanya mi abon koi. Ora kusilete. Mitro yon kwa nami? Ya kusilete. Neku wa mato ko mama wa. Aha. Nebe ebe ati so wa, nte ko la go tizo. Neku dawe na ko do wa, nta mo ko tama ko na de ma bi na de ke so ya de wa de. Ya wa te ko go na. Ega bakpa di miami le valo programme no visi be nyami le bialo. Waya mi ho miano do so odo nti ya docteur yemi le ho egbe ne mi do question de so ku do do antontia semaine prochaine ami la ga ho amebu odo programme no visi di misia akpelo le 90 41 96 22 no vino mi le dak bebe mi gali mi anti le kapopo ya meyem do ta flache sambe miano ke mi le ho egbe a klodia mi abe yovo gbe me bo emi hole eye mi mte hole mi adegbe me ne ameko dio vaminate bio question ne mi adegbe me le gapopo ya me ela 20 fafa de nami le yovo gbe me donc amila yo vane mi yo ami odo mi abe kabisi odi mi abe kabisi le nyeko ne mi do kamikpa mi adidi gbe kekem ne télévision mi ate se mi avon ko voix question ko la vane mi anoa mi le do ta flache dokita beni ekpona nu si an ke kudo l'envie que mi le yueshia edutune ne mi do question do le domaine moi ma mia bue mi le do ta flache ne programme no visito ya e so ami ho mia no do o kwantinami voye men kpo konami o semaine prochaine mi la ga kwa mebuo ne mi ja bio question wa mi ne bio question so kudo edo anti mi le do ta flache. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, réduisez, mutez le son de votre télé s'il vous plaît. Puis-je avoir votre nom? Oui, bonjour. Bonjour. Tabini Kwero. Mitroyon quoi? Allô? Oui. Nyanyan quoi? Tabini quoi? Togbi ni quoi? Oui, Tabini quoi? Tabini. Ok, Tovie ni quoi? Nde kuku question kele miasi o mia fofo. Bema dio mama benare. So kuro avec Niger. Ko bi da te no buye e ya be système e no la no renforcer nyuede ma. Ko bi da te no bu. Na be to hare ke bi jo le ami ti o gba ti ti o boy ba jo ke kitare di are. Ni o bi ke ni te no bu de e to aba be ale ni are Gobin kuro se lu ko na na mi watu wa akpe ba miano aglensan le yovo gbe me be nya dati ahanu kudo sigalo be chamu nyone nya be système lo nya ne mi se fu akpe miano la do mi avec question anti la do ntine mi akpata clore. Et voilà, professeur, je crois que vous avez compris la question. Oui, et on bien peut sûr. aller en français. Bien sûr, donc manger beaucoup de fruits. Et manger, on a la chance dans notre alimentation, on mange à demain, on mange ça, beaucoup de légumes, des gomas, donc diminuer le gras. Ok. Et manger beaucoup de fruits. Si on peut manger du poisson, même les douévis est plein de protéines. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Ok. Diminuer la consommation d'alcool, diminuer la consommation de cigarettes.
Manger équilibré, quoi. Il n'y a pas... Avec des fruits, des légumes, un peu de viande, beaucoup de poissons, mais même le poisson séché, doevi, tout ça, c'est très, très bon. Conseillé. Oui, c'est conseillé. Merci, professeur Fo. Et Tovieni et quoi? Et quand on dit que miano blanc, il y a chlorani mimse, mais miano du fruit sous-bois. Et yo sous-bois, les miagbocha, miano du sous-bois, miano du edidi. C'est la saison des mangues. Oui, voilà. Et yo, et toto les deux, quoi, dynamique, gapoya, mais à mango, saison, et chan, et nyon, et miave santé, miano du amao. Miaba ma vovovo, ko gbele mia sikwa. Mia le bene mia sono podesi. Echan enyone mia be santé mia no dunu mia be alimentation ni non équilibré. Munye mia du gbogbo re ado popodola no ayamo awo. Et nous si anune no me vide doit vichan et nous nuande beni ye miladu mia no du poisson. La mumu be no wa akpavi. Mia no do akpavi. Lameme eyewan enu pata enyon vo mia dati ahanunu mia dati siga le gapupo ya me dontia covid-19 a jesi mle wonku mesho mle glombe do hia munaha e gasugbo la signé ma combattre covid-19 munya chito munya wameno munya yovo munya meibo mia pata mia jayi ne covid-19 a bajo le mia gbo kaba mia be sokulo ga mi anti amina ga ho amerika pe yemila sodo alotena le kebe wona. Allô? Alors, bonjour madame. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien. Ok, puis-je avoir votre nom s'il vous plaît? C'est Armand. Ok, monsieur Armand, nous vous écoutons. Je voudrais demander, qu'est-ce qui peut nous alerter chez les enfants pour qu'on puisse signaler les maladies, puisque des fois, si les enfants souffrent de quelque chose, ils n'arrivent pas à le dire. D'accord. Avec les symptômes qu'on cite, ils ne peuvent pas dire exactement ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui peut nous alerter chez les enfants? D'accord. Parce que j'ai appris qu'il y a des enfants de 3 ans qui ont déjà eu cette maladie. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Armand. Le professeur va vous répondre. Merci, monsieur Armand, pour votre question. D'abord, je voudrais vous dire pourquoi beaucoup de pays, en Europe, en Afrique, dans le monde entier, ont demandé que les enfants n'aillent plus à l'école, que les enfants restent. C'est une décision grave parce que, on vous l'a dit souvent, parmi les personnes qui n'ont pas de signes, il y a les enfants. C'est ça. Et donc, comme les enfants sont très proches les uns des autres à l'école, ils pourraient aller à l'école et ramener le Covid qui va contaminer des adultes et les adultes vont faire la forme grave. C'est ça. Qu'est-ce qui va nous alerter chez les enfants? Déjà, beaucoup d'enfants, la majorité des enfants ne font pas de signes. Très peu d'enfants vont faire des signes de la maladie. Ce qui vous alerter, c'est les mêmes signes que chez l'adulte, de la fièvre, une petite toux, mal à la gorge. Souvent, l'enfant ne dit pas j'ai mal à la gorge, mais j'ai mal à la tête, oui. C'est ça. Il dit ça. Et je dis la fièvre, Oui. le fait qu'il va vous dire j'ai la toux, Voilà. et le fait qu'il va vous dire j'ai mal à la tête. À ce moment-là, il faut consulter le centre de santé le plus proche. Voilà. Mais l'idéal, c'est de garder les enfants à la maison. Voilà. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les pays aux ressources limitées, comme les nôtres, C'est ça. dans toute l'Afrique de l'Ouest? On a dit les enfants restent à la maison. Et du coup, les parents les ont envoyés au marché vendre des choses au bord de la rue. Oui, Je vois, ils on voient. est fatigué de Ou bien on est fatigué à la maison, on les laisse jouer au football devant la maison. Mais vous savez qui ils rencontrent? S'ils rencontrent un super transmetteur, ils vous ramènent le Covid à la maison. C'est ça. Voilà pourquoi beaucoup de télévisions, de médias ont organisé l'école à la maison. Il faut que nos enfants restent à la maison. Parce qu'en plus, ce n'est pas eux qui vont se laver les mains souvent. Ils n'ont pas ce type de conscience. C'est ça. Donc, ils peuvent facilement vous ramener le coronavirus sans le vouloir à la maison. Ok, d'accord. Voilà, nous sommes arrivés presque, disons, à la fin de cette émission ce matin. Merci beaucoup, professeur Mireille Prince, David, pour vos éclaircissements. Votre mot de la fin à l'endroit de tous. Le mot de la fin à l'endroit de tous, c'est que, alors qu'on pensait à une blague, là on pensait que c'était une blague, on n'est plus au stade de blague.
ni dans notre pays, ni dans les pays environnants. Hein. Vous savez que le Burkina Faso est parmi les pays les plus infectés en Afrique, le deuxième pays, je crois, après l'Afrique du Sud. Il y a des cas dans tous les pays. Il n'y a pas à stigmatiser un pays. Dans notre pays, la situation est grave, car nous avons eu une infection qui, au départ, était à Lomé, mais maintenant, nous avons des cas à l'extérieur, avec, si vous regardez donc sur le site, des cas qui se sont beaucoup développés dans la région centrale. C'est ça. Et donc, le loup est dans la bergerie. Que faut-il faire? Il faut protéger les brebis. Donc, les mesures barrières, s'il vous plaît, il faut les appliquer. Quitte à mettre, on voit des gens qui vendent des systèmes d'eau savonneuse. Oui, limiter les gens qui rentrent chez nous. Ce n'est pas des habitudes qu'on en a en Afrique, mais on nous amène à faire ça pendant un certain temps. C'est ça. Obliger les gens qui viennent chez vous à se laver les mains. Automatiquement. Protéger les personnes âgées qui sont chez vous. Limiter les visites, voire interdire les visites des gens extérieurs à ces personnes âgées. C'est ça. Et même si vous avez une personne qui a un certain âge même, si vous demandez, vous l'approchez avec un masque. Ok. Parce que si elle l'attrape par hasard, ça serait grave. Ça sera plus grave que vous qui allez rester asymptomatique. D'accord. Voilà le mot de la fin. Et je dis, la prise de conscience de chacun d'entre nous va permettre de limiter cette épidémie dans notre pays. Si nous ne prenons pas chacun individuellement conscience, la maladie va se diffuser, mais nous aurons toujours des gens qu'on connaît. C'est ça. C'est ça. Qu'on aime, qui risquent d'être contaminés et qui sont à risque. D'accord. Voilà le mot de la fin. C'est vraiment l'occasion de montrer notre solidarité et d'appliquer individuellement des mesures qui auront des effets collectifs. Collectivement. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Mireille Prince-David, d'avoir répondu à notre invitation ce matin dans cette matinale. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous aurons l'opportunité de recevoir encore d'autres invités. Selon les questions que vous nous posez, nous saurons qui inviter pour répondre à toutes ces questions. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine également, on poursuit toujours avec cette affaire de Covid-19. Comme on a l'habitude de le dire, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible et nous avons le devoir de combattre cet ennemi de part et d'autre, chacun en y mettant du sien, et nous sommes sûrs que nous allons réussir à éradiquer cette maladie-là de notre pays et du monde entier. Pourquoi pas? Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés ce matin. Nous disons merci au niveau des caméras à Maoli Rivi et à Dédé Comlan. Merci à la réalisation à André Rova. Merci à la régie à Romuald Gagné. Merci à Marie présente en studio. Merci à Antoine d'Almeida également ce matin. Merci aux autres membres de l'équipe. Merci à notre directeur général. Merci à vous.